Ne vous excusez pas. Je crois que maintenant, on a tous l'habitude de ces webinaires et c'est bien pratique. Et parfois, la technique nous lâche un peu. En tout cas, vous êtes toutes excusées. Je vais pas être long. D'abord, est-ce que vous m'entendez? Parce que là, Oui. Oui. Très bien. J'ai l'impression qu'il n'y a plus d'image. Est-ce que vous... Ah ben non, vous avez partagé un écran. Écoutez, d'abord, trois choses extrêmement simples. D'abord, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et moi, en l'occurrence, ce matin, nous sommes très vivement intéressés à la fois par ces études et à la fois par les échanges qu'elles suscitent, qu'elles provoquent. Je pense que les uns et les autres, alors évidemment, avec des éclairages qui peuvent différer, mais nous sommes vraiment dans un bouillonnement aujourd'hui à la fois d'action et également d'anticipation sur ce qui est en train de se passer en termes de comportement et nous avons besoin plus que jamais de ces échanges sur la base d'enquêtes. Voilà, la première chose que je voulais dire très simplement, merci en tout cas pour cet énorme travail et pour ce travail collaboratif. La deuxième chose, c'est quels que soient les territoires, alors évidemment je n'ai pas encore les zooms sur la totalité des territoires de nos 6 départements, mais on observe des mouvements qui sont des mouvements, en tout cas, qui vont dans le sens que nous souhaitons. On voit la part de la voiture qui diminue, jamais assez, mais qui diminue. On voit sur les distances les plus courtes les modes actifs qui rentrent dans je dirais les habitudes, les bonnes habitudes. On voit également le transport collectif évoluer dans le sens en tout cas que nous fixons pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc deuxième message, vraiment on a besoin de ces évolutions, de ces études qui montrent l'évolution et qui nous permettent d'accélérer ou corriger un certain nombre d'actions. Et je termine par évidemment l'essentiel. Nous sommes autorité organisatrice au niveau régional sur un territoire de 5 millions d'habitants. Et vous l'avez sûrement déjà entendu, ou en tout cas je le répète de manière très synthétique, nous intégrons notre politique en matière de transport et de mobilité durable. Mon titre, c'est transport et mobilité durable, avec comme boussole principale l'accompagnement de la transition écologique et de toutes ses conséquences. Vous connaissez la volonté de notre président Renaud Muselier et de l'ensemble de notre exécutif de placer notre plan climat, notre fameux « gardons une COP d'avance », comme vecteur et comme ressort prioritaire de nos principales politiques. Et en matière de politique liée au plan climat, c'est évidemment la politique des transports et de la mobilité durable qui est en première ligne. Donc, 3 éléments, et puis je ne serai évidemment pas plus long que cela. D'abord, sur le plan budgétaire, sachez que c'est le premier budget de la région, 600 millions d'euros en fonctionnement annuel et plus de 200 millions d'euros en investissement, c'est notre premier budget. Et j'ouvre une simple remarque, je rappelle que c'est un service public, essentiellement du transport collectif et de l'intermodalité. C'est un service public puisque sur les 600 millions de dépenses, la tarification de nos services amène une recette de 120 millions. Donc, les recettes couvrent 20% de nos dépenses. Deuxièmement, nous développons à marche forcée d'abord l'armature ferroviaire de notre système qui est vraiment la colonne vertébrale et d'une manière générale tout ce qui est transport collectif décarboné. Voilà. Que ce soit sur le ferroviaire, que ce soit sur les autocars dont nous avons la charge, je ne vais pas aller dans le détail, mais notre objectif est au cours de ce mandat qui a commencé en 2021 et qui se prolongera jusqu'en 2027. La priorité, c'est l'armature ferroviaire, les transports collectifs et la décarbonation.
troisième de nos préoccupations et qui va dans le sens de ce que j'ai entendu ce matin et de ce que j'observe sur les Zooms, c'est l'importance de l'intermodalité. Il n'y a plus aujourd'hui ni de concurrence ni d'opposition entre les différents modes de déplacement. Travaillons tous ensemble pour que ce que nous percevons, soit en tant qu'acteurs élus ou qu'en tant que professionnels et opérateurs, soit demain ressenti par l'ensemble de nos concitoyens. Aujourd'hui, ce n'est plus de choisir un mode de transport dont il s'agit, mais vraiment d'adapter sa mobilité aux réalités de notre vie quotidienne en pouvant bénéficier de l'ensemble des dispositifs et de l'intermodalité entre tous ces dispositifs. Donc voilà les trois messages simples que je voulais vous passer et merci encore pour l'organisation de cette matinée. Merci, Monsieur Cyrus. Merci mille fois. On a tous conscience que la région est un acteur primordial sur ces questions de mobilité et avec une place nouvelle aussi à travers la LOM et l'axe sur la mobilité solidaire, quelque chose, une thématique à laquelle vous êtes sensible. Et je vous remercie pour votre intervention et pour votre patience. Donc, on va commencer. Alors, réellement, l'objectif, Monsieur Cyrus? Je vais être obligé de vous quitter, oui, mais je comprends. Pas parce que ça ne m'intéresse pas. Vraiment, j'ai une obligation à 11h30. Merci mille fois en tout cas de m'avoir invité. Merci à vous. Et à votre disposition, s'il y a des questions, je peux y répondre à distance. Bonne réunion. Merci à vous. Au revoir à toutes et tous. Au revoir. Donc, bon, déjà, je vous prie de nous excuser pour ces aléas techniques. Donc, la volonté de WeMove et de la FNH, ça a été vraiment de donner une réalité sociale sur cette question de mobilité du quotidien au national, mais aussi en région. Alors, on ne sera pas aussi exhaustif que ce qui a été montré au national et par Marc Fontanès, d'autant plus que moi, je ne suis pas consultant en cabinet d'études, mais on va être là aussi pour un partage d'expérience pour voir ce qui se passe sur notre belle région, je dirais. Alors, si j'arrive à prendre le contrôle, voilà. Donc, tout d'abord, on va commencer par un petit comparatif sur les résultats nationaux et sur les résultats en région PACA, tout simplement, pour voir aussi quelle est la réalité liée à cette enquête. À savoir que dans le cadre de l'enquête sur l'échantillonnage de la population qui a été sondé, qui a été questionné. On est à peu près sur 1100 personnes qui sont… c'est une étude statistique qui a été réalisée par un institut de sondage avec une représentation de la population du territoire. Les personnes sondées sont donc… ont des spécificités qui ont été bien définies par rapport à la population en région PACA, donc à peu près 4,5 millions d'habitants. Et donc, sur le nombre de personnes qui ont été sondées, sont représentatifs en termes de catégorie d'âge, de civilité, de revenus, CSP, et aussi de territoire, représentant de territoire. On n'est pas là pour faire quelque chose, une enquête marseillaise, on est vraiment pour faire une enquête, retranscrire une enquête qui a été régionale. Voilà. Donc, première chose, c'est sur… Donc, attendez, parce qu'en plus, moi, je n'ai que la moitié de mon PowerPoint parce que j'ai le bandeau qui me gêne. Voilà. Sur les modes de service disponibles à proximité du domicile des publics. On peut voir très clairement, étonnamment, et je ne vous le cache pas parce que moi aussi, ça m'a permis de voir certaines choses et certaines idées préconçues, que nous avons un réseau de transport qui est fortement présent en PACA et qui est fortement identifié par les personnes, parce que ce sont les personnes qui ont répondu aussi sur leurs connaissances. Donc, on est au-delà de la moyenne nationale sur les transports collectifs de manière générale, qu'ils soient urbains, régionaux ou intra-urbains, avec une présence des transports sur le territoire, notamment à travers l'offre ferroviaire aussi sur des territoires qui sont un peu plus alpins. On verra aussi que cette étude elle est pondérée, je dirais, par les caractéristiques de nos territoires, parce qu'on passe du littoral à des territoires qui sont montagneux. Donc, effectivement, je rappelle bien qu'on est sur une enquête
régional. Hein. J'ai vu que certaines personnes sont sur les territoires du Var, sur les territoires des Bouches-du-Rhône ou les territoires alpins. Donc, effectivement, on est sur quelque chose qui est global. Néanmoins, ce qu'on peut constater, c'est que nous avons tout de même 18% des personnes répondant à l'enquête qui ne connaissent pas ou qui n'ont pas de service de mobilité à proximité de chez eux. Hein. Donc, en tout état de cause, on comprendra, ça permettra aussi de mieux comprendre pourquoi la voiture a la place qu'elle a, hein, par rapport aux spécificités de chaque territoire. Hop, voilà. Donc, excusez-moi, je suis vraiment embêté par le bandeau qui me gêne pour mieux. Je peux le déplacer, Fabien. Ouais, je viens de le fermer là. Comme ça, c'est plus simple pour moi. Ok. Donc, du coup, cette présence d'une offre de mobilité à proximité, bien évidemment, ça donne plus de choix, hein, aux personnes, et on voit qu'à travers aussi la moyenne nationale, en PACA, on est quand même plutôt bien pourvu. Hein, 58% des personnes qui ont répondu disent avoir le choix de leur mode de déplacement en PACA, contre 55% au national. Hein. Donc, c'est quand même quelque chose qui est à noter que aujourd'hui, chacun habitant la région PACA, on connaît tous ce qu'on peut entendre sur les transports en commun. Malgré tout, les transports en commun sont présents, sont identifiés et répondent aussi à des besoins pour se donner plus de choix. Hein. Après, la question est de savoir si on se saisit du choix, mais on sait qu'on a cette possibilité-là. Donc, les modes principaux aujourd'hui de déplacement utilisés, et c'est là qu'on en revient aussi au choix, hein, c'est que la voiture reste quand même prépondérante dans la région PACA. Hein, c'est clairement, on a une part modale des transports en commun qui est plus faible que le national, malgré une présence de transports en commun qui sont fortement identifiés sur les territoires. Hein. Moi, ce que je vous invite à voir aussi de manière globale, et aussi je fais un partage avec vous par rapport à d'autres régions, c'est que nous avons un ensemble de solutions qui sont mobilisées et qui sont des modes de transport qui sont utilisés au quotidien par de nombreuses personnes. Hein. C'est-à-dire que tant de la marche à pied au covoiturage, pour prendre les deux extrêmes, hein, nous avons des régions aujourd'hui sur lesquelles le covoiturage, on n'est même pas sur des parts 4%. Hein. Sur le vélo, on a des territoires où on est à zéro. Hein. On sait qu'on a des efforts à faire, bien évidemment, mais c'est ce que disait aussi M. Cyrus, c'est aller vers, hein, aller vers la multimodalité. Hein, néanmoins, aujourd'hui, on constate quand même cette présence d'une multitude de modes de transport et de leur usage à différents niveaux, avec toujours la voiture qui reste quand même prépondérante sur les territoires. Donc, on va passer plutôt sur l'aspect analyse de la précarité mobilité, hein, et donc sur le classement qui vous a été, je dirais, dévoilé tout à l'heure. Donc, la position de la région PACA a été faite selon différents critères majeurs. Bon, très clairement, à la lecture, si vous êtes comme moi, en première lecture, vous vous dites c'est quoi cette toile d'araignée et comment on lit cela. Hein. Donc, je suis là aussi pour vous aider, pour mieux visualiser. Donc, ce que vous voyez au centre, c'est la moyenne nationale. Plus vous allez vers l'extérieur, plus la situation est favorable. On voit qu'aujourd'hui, le fait d'avoir plus d'accessibilité au transport en commun, d'avoir un niveau de choix plus élevé est favorable pour la région. Néanmoins, on est aussi sur des populations qui, malgré ce niveau de multimodalité, de l'accessibilité et la présence de transport en commun, hein, sont concernées directement par cet effet de renoncement à un déplacement, hein, qui nous ne le cachons pas, touche les personnes les plus fragiles aujourd'hui. Hein. Donc, effectivement,
aujourd'hui, par rapport à la moyenne nationale, le point qui pêche, c'est qu'on a des personnes qui sont toujours face à des situations de non-mobilité, du fait des spécificités des territoires, comme on le disait aussi, et une offre de transport en commun, je dirais, qui est inégalitaire selon qu'on soit dans les Bouches-du-Rhône, ne serait-ce que sur les Bouches-du-Rhône, ou interdépartemental. Aujourd'hui, dans le cadre du baromètre des mobilités du quotidien, on peut voir que la situation de la région PACA, c'est pas si mauvais que ça, soyons très clairement. Alors, on peut toujours faire le comparatif par rapport à l'Île-de-France, mais l'Île-de-France, quand même, a un niveau de service qui est beaucoup plus élevé, clairement. Néanmoins, lorsqu'on se positionne face à d'autres territoires, qui sont de taille de population quand même aussi assez conséquente, comme le Grand Est, les Hauts-de-France et autres, la Nouvelle-Aquitaine, nous avons une situation qui est favorable, notamment face au risque de mobilité. Donc, pour rappel, rapidement, je sais que ça a été dit tout à l'heure. Donc, la méthodologie proposée est basée sur les travaux d'Audrey Berry. Audrey Berry, c'est une ingénieure économiste qui a travaillé notamment à l'ADEME sur tout ce qui est précarité énergétique. Et c'est ce qui a permis de dégager justement ces risques de mobilité à travers les indices selon différentes composantes qui sont les ressources financières, les pratiques de mobilité. Donc, on distingue 3 risques de mobilité: la précarité carburant, la vulnérabilité de mobilité, la dépendance à la voiture. Donc, à savoir que tout ce que je suis en train d'évoquer avec vous, le document va vous être transmis aussi à terme. Donc, ne vous cassez pas la tête à prendre des notes ou à essayer de retenir. Et même moi, je ne vais pas m'attarder aussi pour qu'on puisse avancer. Voilà, vous aurez cela. Aujourd'hui, ce qui est intéressant de constater, c'est que sur l'exposition au risque de mobilité, la situation régionale, elle est quand même intéressante. Elle est quand même intéressante. On est sur 6,5% de personnes qui sont en situation de précarité carburant, 6,5% sur la vulnérabilité de mobilité et 8% sur la dépendance à la voiture. Alors, vous allez me dire que cumuler tout cela ne fait pas 15,5%. On est sur des populations aussi qui cumulent les problématiques. Donc, effectivement, en sortant les doublons, on est sur une part de la population à un risque de 15,5%, clairement. Donc, je vous laisse faire le calcul en ramenant cela à un niveau régional sur une population à 4,5 millions de personnes. Donc, c'est inférieur quand même c'est inférieur à la moyenne nationale, hors Île-de-France, parce qu'on dira que l'Île-de-France, c'est un peu le biais à travers leur offre de services qui est présente et autres. Donc, on est quasiment de 3,5 points de moins que sur le national. Donc, pour vous donner quelques détails aussi sur les résultats en région, et pour faire aussi le comparatif par rapport à la moyenne nationale. Donc, aujourd'hui, on constate essentiellement que, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure aussi, que la part de la population ayant la possibilité de choisir les différents modes de transport est beaucoup plus élevée, à peu près de 8 points par rapport à d'autres territoires. On a un niveau de multimodalité qui est beaucoup plus important. C'est aussi, c'est-à-dire c'est le nombre moyen de modes principaux ou occasionnels. On est sur un niveau de 3, alors qu'on est sur 2,8 sur d'autres régions. C'est aussi, chose intéressante, on parlait tout à l'heure d'accessibilité et de choix. On a la part des personnes équipées ou abonnées aux autres solutions de mobilité. Alors, quand on dit autres solutions de mobilité, ce sera tant les transports en commun que le fait d'avoir un vélo à soi ou en libre service, d'avoir un abonnement sur du covoiturage ou de l'autopartage, voilà, tout ce qu'on peut retrouver en région. Donc, on a un niveau aussi, une part de la population qui est supérieure à la moyenne nationale de 7 points, ce qui n'est pas négligeable. Néanmoins, la part de la population qui déclare n'avoir aucune
accès aux services de mobilité, malgré tout, c'est plus important en région par rapport à la moyenne nationale. Voilà. C'est pour retenir, si nous devions retenir quelque chose, nous serions plutôt sur cet aspect-là, hein, d'autant plus de la sensibilité de WeMove. C'est quelque chose, aujourd'hui, le risque mobilité qui est ancré quand même auprès d'une certaine population et de certains territoires. Alors, voilà. Donc, voilà, OK. Donc, comme je vous le disais, il faut aussi pondérer, contraster les résultats régionaux qui se font aussi à travers les territoires. On est sur des territoires, comme je vous le disais, qui sont contrastés. On est sur les territoires qui sont sur le littoral. On a des zones montagneuses, on a des arrière-pays. Et tout cela, ces spécificités géographiques, hein, je dirais, nécessitent des déplacements qui sont différents. Et lorsqu'on est, ça conditionne aussi le choix de pouvoir choisir entre différents modes de transport. On a 42% des personnes qui n'ont pas la possibilité entre différents modes de transport et ça varie lorsqu'on va d'un territoire, d'une métropole comme Aix-Marseille, Nice, Toulon ou sur des grands pôles urbains comme Avignon et autres. Et lorsqu'on se déplace sur des territoires qui sont plus isolés, hein, alors à titre d'exemple, hier j'étais à une réunion à la préfecture à Gap pour échanger avec un ensemble de partenaires. Et effectivement, ces questions de choix sur les modes de transport, il est vite limité par l'existant, hein, très clairement. Hein. Donc, forcément, ça conditionne un usage de la voiture qui est plus important, notamment sur les communes, les communes périurbaines, les communes les plus isolées et les tailles aussi les tailles des bassins de vie. Quoi, hein. Alors, chose intéressante aussi par rapport à la voiture et ce comparatif qui est dans cette projection qui a été faite en fin d'année 2021 sur une augmentation du prix du carburant. Alors moi, j'ai préféré squeezer les 15 et 30% hein, d'augmentation. Je suis passé directement, je dirais, plutôt sur une variable de 50 à 100% du prix. Donc, on sait que, déjà tout à l'heure, vous l'avez entendu, que l'usage de la voiture, il est aussi corrélé au territoire, à l'existence sur le territoire, mais aussi au niveau de revenus du foyer et à la CSP. Aujourd'hui, on constate que à travers cette forte dépendance, malgré une hausse entre 50 et 100% du prix du carburant, on a 58% des répondants en région PACA qui ne changeraient pas ou peu leur usage de voiture. Hein. Ça conditionne aussi, c'est lié aussi à une nécessité de pouvoir se déplacer parce que absence de choix, bien évidemment, hein, absence de choix entre les différents modes de transport, hein, c'est clairement. Donc, où les personnes qui n'ont pas cette possibilité de choisir entre les différents modes de transport, ils sont plus enclins à rester dans des situations d'usage de leur voiture malgré cette augmentation forte de carburant. Hein. Donc, on est aussi sur des populations qui n'ont pas le choix. Hein. Au-delà de cela, on a aussi l'aspect que ce n'est pas écrit explicitement, mais c'est aussi intéressant de l'avoir en tête. Hein. On est aussi sur un aspect culturel, bien évidemment, qu'on connaît tous. Lorsque vous savez que Marseille, en 2021, sur le classement TomTom, alors TomTom, c'est le leader au niveau de tout ce qui est GPS et autres, qui fait une étude mondiale tous les 2 ans. De Marseille, en 2021, la deuxième ville la plus embouteillée de France, hein, la plus congestionnée. Malgré le fait qu'on a un usage fort, on a une présence quand même plus forte des transports en commun et de solutions aussi alternatives facilitant la multimodalité. Hein, c'est la métropole Aix-Marseille et notamment Marseille est plus équipée, hein, je dirais, qu'un territoire comme Embrun ou comme Sisteron. Hein. Et malgré cela, on est sur la ville la plus embouteillée de France. C'est quelque chose qui est constaté aussi malgré tout depuis la crise sanitaire, la voiture individuelle comme
une solution qui a permis aux personnes de se déplacer, mais une solution individuelle qui a ancré de nouvelles pratiques. À titre d'exemple, sur la métropole de Toulon, la métropole de Toulon, tout simplement, on a eu la plus forte augmentation en termes de congestion, hein, avec une augmentation de 35%, et cela au niveau national. Voilà. Aujourd'hui, le renoncement à la mobilité, c'est une réalité. C'est une réalité qui est nationale, hein, et c'est une réalité qui aussi se retrouve en PACA. Donc, aujourd'hui, on a une personne sur 4 qui, face à une situation de difficulté de mobilité, en région PACA, s'est retrouvée à devoir renoncer à un déplacement. Hein. Et pour revenir aussi sur une sensibilité que WeMove a aussi, c'est qu'on a une personne sur 3 qui a déjà décliné un emploi en région PACA du fait d'une problématique de transport, de mobilité. Hein. Alors, on parle de transport ou de mobilité. Pourquoi? Parce que la mobilité, c'est pas uniquement que le déplacement physique, c'est pas que le moyen de déplacement plutôt. Hein. C'est pas juste le fait d'avoir un bus, c'est aussi l'organisation que ça nécessite. La mobilité, c'est aussi cet aspect management de son temps, de son espace. Et les difficultés peuvent émaner aussi de cette difficulté à organiser son temps, son espace pour être mobile. Hein. Et donc, on a une personne sur 3 qui a déjà décliné une offre d'emploi en région PACA face à une situation de difficulté de mobilité. Aujourd'hui, pour revenir sur aussi la voiture, la place qu'elle a, mais aussi sur l'ancienneté des véhicules, ça a été évoqué tout à l'heure par rapport à, vous allez voir aussi aux politiques environnementales, aux politiques qui sont mises en œuvre ou qui vont être mises en œuvre dans les temps à venir. Hein. En région PACA, on a la voiture de plus d'un tiers des automobilistes qui a un niveau d'ancienneté, hein, donc supérieur à 10 ans, hein, qui pourrait amener la personne à avoir, au-delà du fait des coûts et des conseils, alors du coût en termes d'entretien, mais aussi d'usage, hein, c'est-à-dire lié, lorsque vous êtes à 2,10 € le litre de carburant, hein, donc cela a une incidence directe sur un aspect environnemental qui est aujourd'hui peu connu et sous-estimé, qui sont les zones à faible émission, hein, sur les territoires. Alors, tous les territoires ne sont pas concernés. Aujourd'hui, on a la première zone à émission ZFE qui se met en place à Marseille en septembre, si je ne dis pas de bêtises. Ça va se déployer au fur et à mesure d'ici 2025 avec une obligation pour les agglomérations de plus de 150 000 habitants. Hein. Justement, la semaine dernière, je discutais avec un de mes partenaires sur le territoire du Grand Avignon, où effectivement, ça pose de nouvelles questions parce que ce territoire-là va être concerné. Et on a des populations, et même nous, en tant qu'opérateurs mobilité, où se posent de nouvelles questions sur l'accessibilité à des lieux de vie, à des lieux des bassins d'emploi, hein, c'est clairement. Et on a aujourd'hui 79% des personnes qui ne savent pas déjà ce que c'est une ZFE, hein, et on a de fait derrière, du fait de l'état du parc de véhicules des répondants, on a constaté que 3 personnes sur 5, la mise en place d'une ZFE, ça entraînerait une modification radicale ou significative de leur mobilité, hein, ou avec un changement justement, soit de mode de transport, soit peut-être une situation de difficulté de mobilité et de non-mobilité, hein, clairement. Hein. Donc, à savoir que les ZFE sont, je dirais, un outil d'une politique publique et environnementale qui aujourd'hui et demain, je dirais plutôt demain, hein, pénalisera sûrement les populations les plus fragiles qui ont un parc de véhicules vieillissants. Hein. Comme on le disait tout à l'heure au national, justement, Marc Fontanès
Les personnes qui ont les véhicules les plus vétustes, ce sont les personnes avec les plus faibles revenus, très clairement. Donc, les personnes qui sont bénéficiaires des minima sociaux, lorsqu'elles ont un véhicule, et qu'elles n'ont pas la possibilité de changer de véhicule. Donc, ces politiques publiques environnementales il ne faut pas se leurrer, qui vont évoluer, qui vont se déployer au fil de la prochaine décennie, vont être de plus en plus prégnantes et contraignantes aussi pour vous, pour moi, et notamment pour les personnes les plus fragiles. Et néanmoins, aujourd'hui, on a une part des usagers parce que c'est intéressant quand même, parce que le fait d'avoir une enquête auprès de population, ça déclenche toujours aussi une réflexion qui, lorsqu'on vous questionne sur votre voiture, sur vos modes de déplacement, ça déclenche toujours quelque chose chez vous et chez les répondants, se dire, tiens, et si demain c'était différent, voilà. On sait que inciter et accompagner le changement des usages en termes de pratiques de mobilité, c'est un enjeu fort, pour les politiques publiques. Mais bon, c'est pas inné. Donc déjà, amener cette réflexion-là, c'est déjà intéressant et fortement intéressant. Aujourd'hui, on constate quand même qu'on a 40 à 50% des répondants qui seraient susceptibles d'essayer et d'adapter leurs pratiques de mobilité, et notamment en fonction du niveau de développement des modes de transport sur les territoires en région PACA. Donc, il y a une volonté, il y a une attente, des publics. Il faut que les politiques publiques et que les acteurs institutionnels puissent aussi se saisir de cela. Il faut qu'il y ait une impulsion publique, privée, pour accompagner tous les publics, mais aussi tous les publics vers ces changements, c'est clairement. Et aujourd'hui aussi, je pense que, sans aucune prétention, mais je pense que Wimou aussi a sa part de travail à faire aussi sur l'accompagnement des publics vers ces pratiques de mobilité. C'est un peu aussi notre expertise et cœur de métier. Hop, si j'arrive, voilà. On arrive vers la fin. Je sais que... Attendez, hop. Ah, voilà. Excusez-moi, j'ai des soucis. Excusez-moi 2 secondes, j'ai un souci. J'ai une slide qui n'apparaît pas. Hop. Je pense qu'elle est à l'écran, Fabien. Oui, mais il m'en manque une. Ah, d'accord. Il y en avait une autre. Alors, hop, 2 secondes. Voilà, c'est la matinée des problèmes techniques. Alors, allez, on va y arriver. Normalement, cela apparaît. C'est bon pour vous? Oui, c'est bon. Ok. Donc, pour conclure, le temps passant, la région PACA se caractérise par effectivement un équipement en solution de mobilité, de transport qui est légèrement supérieur à la moyenne nationale en Île-de-France, et bien sûr, avec un accès supérieur de 4% pour les habitants, et qui donne plus de choix, dans l'accessibilité, mais dans la pratique aussi de différents modes de transport. On a une part de la population qui ayant comme seul mode de transport qui est légèrement inférieur à cette moyenne nationale. Donc, on a un taux d'équipement en matière de mobilité qui est aussi, quand je dis en matière de mobilité, c'est de manière globale, au-delà des transports en commun et de la voiture, c'est-à-dire vraiment de pouvoir se dire que on a des personnes qui sont mieux équipées en solutions alternatives de mobilité, c'est-à-dire abonnement à un service de transport, mais aussi du vélo libre-service,
avoir son propre vélo ou trottinette, électrique ou pas, hein, c'est clairement. Néanmoins, on garde ce poids prépondérant, une place pour la voiture dans la mobilité du quotidien qui s'explique, comme on le disait tout à l'heure, par les contrastes entre différents territoires. Hein, qui fait que la voiture devient une nécessité, hein, face à l'absence d'alternatives, hein, clairement. Hein. Donc, d'ailleurs, on a la part des personnes dans le budget carburant est supérieur est égal ou supérieur à 150 € hein, par mois, et qui font face même à une augmentation de 50%, la part, cette part-là, elle reste dans la moyenne, dans la moyenne nationale, malgré l'existence et l'accessibilité à différents modes de mobilité. Hein. Donc, aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que les politiques publiques doivent renforcer, hein, bien évidemment, hein, tout à l'heure je parlais d'impulsion publique, et l'impulsion publique, elle doit venir d'acteurs comme la région, comme le disait M. Cyrus tout à l'heure, qui a vocation aussi à renforcer aussi l'existant, hein, et à mettre l'accent aussi sur des pratiques de mobilité, de multimodalité. Cette multimodalité ne sera possible que si le choix est possible sur tous les territoires et de manière, je dirais, plus égalitaire. Hein, c'est vraiment parce que aujourd'hui, ce contexte sanitaire en région PACA, ça c'est un constat national, qui a favorisé les pratiques de mobilité individuelle. Hein, on a des écarts qui se creusent, hein, entre les publics, mais aussi entre les territoires, où il y a de fortes attentes sur le ferroviaire, sur certains territoires. On a de fortes attentes sur le covoiturage sur d'autres. Voilà, donc effectivement, on a tous un rôle à jouer, hein, qu'on soit acteur privé ou acteur public. Et cet effet de renoncement, aujourd'hui en région, il s'inscrit souvent dans la moyenne nationale, malgré un taux de service beaucoup plus important. Et les populations à risque en termes de matière de mobilité, même on peut se dire que ce ne serait que 13% de la population, hein, mais aujourd'hui c'est 13% de la population sur un rapport à une région qui est vaste, avec 4,5 millions d'habitants, et c'est quand même aussi 3 points supérieurs à l'échelle nationale. Et ces risques mobilité, ce sont aussi autant de facteurs d'accroissement du risque de précarité sociale, pour des populations qui sont souvent fragilisées sur nos régions. Voilà. Donc, on a chacun, en tout cas, WeMove a son rôle à jouer auprès des publics les plus fragiles. Et les politiques publiques aussi ont leur rôle à jouer, tant les politiques publiques sociales, mais les politiques publiques de mobilité, pour favoriser, je dirais, un avancement dans le développement d'une accessibilité plus égalitaire sur les différents territoires, pour faire en sorte que qu'on habite à Nice, qu'on habite à Avignon, qu'on habite à Brignoles ou à Martigues, qu'on puisse avoir un choix, hein, ce choix-là qui ne soit pas conditionné uniquement par dire est-ce que je veux prendre la voiture ou je ne veux pas prendre la voiture, mais qu'on puisse se dire, voilà, aujourd'hui, ce vers quoi nous allons nous orienter, c'est vraiment de travailler à travers ce baromètre de mobilité du quotidien, c'est pouvoir donner aussi une visibilité. C'est une première étape, hein, c'est une première étape qui est un constat et qui a vocation aussi à travailler avec vous, avec les partenaires des territoires, avec la région, hein, pour dire après cela, comment on peut faire pour apporter de nouvelles solutions et pour justement ce que disait M. Cyrus, favoriser cette multimodalité, hein, sur le territoire de la région PACA. Et je vous remercie. J'ai essayé de faire en sorte qu'on arrive à midi. Hein. Voilà. Donc, j'espère que oui, j'ai tenu mon timing, quoi, hein, c'est clairement. Merci de votre patience aussi. Hein. Si vous avez quelques questions, n'hésitez pas. Je vous propose qu'on puisse se donner 5 minutes. Hein. Mais sinon, derrière cela, à savoir que tous les documents vous seront transmis.
hein. Même, je vois qu'il y a des personnes de WeMove, des équipes de WeMove, hein, c'est clairement. Donc, est-ce qu'il y a une question? Pas de question, vous avez, c'est maintenant ou jamais. Ah, je crois que les problèmes techniques Fini d'achever tout le monde. Non, peut-être en d'achever. conclusion, pour dire qu'on se rend compte que finalement, la région PACA, elle est quand même globalement bien placée en matière d'offres, qu'il y a une vraie volonté politique, on nous l'a rappelé tout à l'heure. Pour autant, il y a encore besoin déjà de faire en sorte que les populations les plus éloignées de ces changements de comportement et de ces nouvelles pratiques de mobilité puissent accéder à tout ça. Et en tout cas, c'était pas la matinée pour WeMove, mais c'est vraiment important de se rappeler que, en tout cas, c'est ce que font nos équipes au quotidien, c'est d'essayer d'aller trouver des leviers au travers des potentiels de chacun pour aller justement aller vers ce changement de comportement, pour que les infrastructures qui existent sur la région, parce que ça, je crois que c'était vraiment important quand même de le dire, que les infrastructures sur la région puissent être utilisées. Après, évidemment, on est d'accord sur les Bouches-du-Rhône et sur les territoires alpins, on n'est pas sur les mêmes difficultés, les mêmes niveaux de service. Mais pour autant, on reste une région en bonne voie, donc c'est peut-être ce qu'il faut qu'on retienne. Et nous, évidemment, être au plus près des plus fragiles, avec vous tous autour de l'écran, pour continuer à faire progresser notre jolie région. Voilà. Voilà. Merci à tous. Il est midi. Hein. Merci beaucoup. Merci. Alors, pour toutes les questions, remarques, il y aura une collecte, un FAQ pour pouvoir aussi vous apporter des différentes réponses, que ce soit en national ou en région. Voilà. Je vous remercie de votre attention pour ces 2h30, 3 heures intensives. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis au plaisir à tous. Au plaisir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.